Ça marche, merci. À moins que tu permettes avec... Ah, tu veux mais tu attends. Hein? Tu veux venir à ma place? Oui? Non, mais, Ah, et après on change. non, mais tu sais, je vais t'écouter, je vais suivre au fur et à mesure. Tu fais Voilà. un clin d'œil, là. Ouais. D'accord, ça Comme marche. ça, c'est bien parce que tu es pile dans mon axe. Ça marche. Très très bien. Bien, nous allons commencer. On en avait annoncé 19h, donc il est 19h et quelques minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de votre présence nombreuse. Nous sommes très très honorés et très heureux de votre présence ce soir pour cette table ronde, en tout cas une petite série de conférences courtes qui sera suivie d'un échange sur la question de la sociolinguistique, en particulier des apports de la sociolinguistique à l'enseignement-apprentissage du français en tant que langue étrangère. Nous avons donc l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir Fouad Laroussi. Le professeur Laroussi enseigne à l'université de Rouen. Il dirige le laboratoire d'ISOLA. C'est un acronyme qui signifie en fait les dynamiques sociales et langagières. Et dans ce laboratoire, il réunit des linguistes, des sociolinguistes, des sociologues, des anthropologues. Donc, on est à la croisée des sciences humaines. Et ça, c'est très intéressant pour nous qui sommes praticiens dans l'enseignement des langues. Ces travaux portent principalement sur les politiques linguistiques et le plurilinguisme et la francophonie au sein de l'espace francophone et en particulier du Maghreb et de Mayotte, sur lequel il a beaucoup travaillé. Et sur les domaines sur lesquels il a publié plusieurs ouvrages en collaboration et en direction. Voilà. Sa présentation portera sur la question de la variation linguistique et de la variation linguistique à l'écriture électronique. J'ai à côté de moi... Alors, il y a un point commun à ces trois intervenants. Voilà, vous allez voir ce qui nous a réunis ce soir. À côté de moi, Sylvain Detey, que la plupart d'entre vous connaissent ici, puisqu'il réside au Japon. Le point commun entre Fouad et Sylvain, c'est que c'est un autre Rouennais. En fait, Sylvain a été maître de conférence en sciences du langage à l'université de Rouen aussi, de 2006 à 2009, au laboratoire d'Essilac. Donc c'est le lien qui rapproche ces personnes. Il est actuellement professeur associé en linguistique appliquée et en études françaises à l'université Waseda. C'est aussi un spécialiste de la didactique du FLE, qui bouge beaucoup, parce qu'à chaque fois que je me rends à l'étranger, on se retrouve, ce qui fait qu'on finit par se connaître par ce biais-là. Il s'intéresse à l'usage des corpus oraux et de la manière en fait dont ils sont enseignés, si je peux résumer ça comme ça. Il co-dirige plusieurs travaux, plusieurs projets internationaux sur ce domaine. Il a notamment coédité, qui est assez connu dans notre domaine, les variétés du français parlé dans l'espace francophone, ressources pour l'enseignement. Et il prépare actuellement 2 autres volumes, toujours dans cette orientation de recherche. Un qui sera en anglais, je crois, c'est ça, hein, chez Oxford University Press, et l'autre, l'analogue peut-être ? Pas exactement, d'accord. En français, chez Clé International, ça devrait arriver l'année prochaine. Voilà. Donc toujours sur l'apport de la sociolinguistique à l'enseignement du FLE, et là, il va plutôt traiter du cas des corpus oraux, ce qu'il connaît bien. Et puis, une tête qui ne vous est pas inconnue à l'Institut français, parce qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs fois déjà Steve Mercier, que vous connaissez, mais qui est québécois, qui nous vient du Canada, mais qui lui aussi un petit peu rouennais en fait. J'étais là il n'y a pas longtemps. Ouais, parce que dans son multiple périple pluridisciplinaire, il a aussi fait dans une vie antérieure un master 2 de FLE, de français langue étrangère à Rouen, je crois. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça que tout ce monde était mon directeur. donc que ce soit la sociolinguistique ou l'enseignement du français langue étrangère, la planète est petite, parce que là on a 3 continents, enfin, même 4 en fait, hein, puisqu'on a l'Asie, la France, le Canada. L'Afrique du Nord que tu représentes. Donc, moi, je représente l'Afrique, l'Asie. Voilà, donc on est totalement dans la mixité, et d'où les questions de sociétés variées et de sociolinguistique qui nous touchent. Alors Steve, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est spécialiste de l'acquisition des langues maternelles et secondes, comme on le dit au Québec. Il est spécialiste aussi de correction phonétique, de psycholinguistique et de sociolinguistique. Et oui, parce que dans son travail, il croise les différents domaines disciplinaires. Il est chargé d'enseignement en linguistique et en français langue seconde à l'université Laval. Il est aussi d'ailleurs chargé de mission internationale pour cette université. C'est-à-dire qu'on a ici des personnes qui sont aussi des plurilingues. Steve parle couramment 3 langues, hein, bien sûr français, anglais et le chinois.
Foued, tu maîtrises l'arabe littéraire, écrit, le français, l'anglais, un peu l'allemand, voilà. Bon, nous, on fait ce qu'on peut avec le japonais. Ah, si, On est amené vous quand parlez même à bien. travailler en anglais, c'est important. Et puis quoi? Oui, tu es aussi professeur de francisation des immigrants pour le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion du Québec. Intéressant cette typologie des ministères très différente de ce qu'on peut connaître en France. Et c'est sur ce point-là qui pourra nous apporter des enseignements intéressants pour nous. Dans notre question toujours de l'apport de la sociolinguistique à l'enseignement du français, il va nous parler du cas de la francisation des immigrants du Québec. Voilà. Alors je vous propose, vous n'avez pas trop le choix, on a décidé, mais enfin si vous savez, on peut toujours improviser, hein, mais on a pensé fonctionner de la manière suivante, que chaque intervenant puisse prendre la parole, disons une vingtaine de minutes pour vous présenter un point qu'il connaît bien et vous le faire connaître. À la suite de ces 3 présentations, ça va nous prendre à peu près 1 heure. Moi, j'ai préparé quelques questions pour faire l'articulation entre nous, ce qu'on entend dans les classes, ce que l'on voit, ce qu'on observe dans les classes, et puis vos questions à vous, qu'on nous espérons nombreuses. Voilà, si ça vous va, on va pouvoir commencer. Foued, j'envoie ton diaporama. S'il te plaît. Voilà. Bon, c'est parfait. Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier les collègues de cette invitation, parce que c'est la première fois que je me trouve au Japon et en particulier à Tokyo. Je suis doublement ému parce que effectivement c'est la première fois, mais aussi parce que je retrouve mes collègues et notamment donc Sylvain Deté, que c'est un élément très actif chez nous et vous avez de la chance, mais nous on le regrette. Hein. Et puis je crois que je venais de prendre le labo quand lui est parti. Et donc c'est disons, je suis très très heureux de le retrouver aussi et m'a présenté un petit peu justement son université, etc. Et je me réjouis parce que est toujours dynamique et c'est très bien. Et puis de retrouver Steve, mais aussi grâce à Olivier. Alors maintenant, pour passer donc à mon topo, hein, donc lorsque les collègues m'ont suggéré en fait de traiter, c'est bon là au niveau de la voix, de traiter de la question de l'apport de la sociolinguistique à l'enseignement donc du français langue étrangère, il faut dire, je veux peut-être faire 2 ou 3 précisions. D'abord, moi, je ne suis pas didacticien. Et je ne suis pas, même si je me suis intéressé à l'enseignement du français langue étrangère par le biais de ma recherche sur la francophonie. Quand on travaille sur la francophonie, on travaille aussi sur le français et sur les Français, hein, donc que ce soit en France, au Maghreb. Le Maghreb, c'est notamment la Tunisie, donc c'est un territoire francophone, mais également l'Asie, le Québec que je connais très très bien. Donc c'est une réalité diverse et on ne peut pas ne pas justement se poser des questions relatives à l'enseignement du français, on va dire langue étrangère. Donc qu'est-ce que la sociolinguistique peut apporter? Qu'est-ce qu'elle a apporté à cette problématique? Donc c'est un vaste chantier. Donc il fallait vraiment choisir. Et donc choisir justement certains points. Donc, puisque moi, quand j'ai commencé mes études à Rouen dans les années 80, j'ai assisté aussi à la mise en place de la sociolinguistique d'abord labovienne, n'est-ce pas, nord-américaine. On sait bien justement tout l'apport de la sociolinguistique de Labov, mais aussi d'autres, Gumpers, etc. Et puis à Rouen, c'était une université justement qui a joué un rôle fondamental aussi dans la constitution de la sociolinguistique, ce que justement à l'époque, en 1994, lorsque est paru l'ouvrage, l'introduction à la sociolinguistique, la linguistique sociale
et vous l'avez dans la bibliographie donc, que j'ai fait circuler. Ah, pardon, je pensais que c'était déjà fait. Vous avez donc la référence dans la bibliographie. Lorsque l'introduction à la sociolinguistique est parue chez Larousse en 1974, ben justement, Labov lui-même, à peine était encore connu en France. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage lui-même, il y a tout un chapitre développé notamment par Bernard Gardin sur l'apport, n'est-ce pas, de Labov, l'apport de Labov, notamment cette conception de la langue autre que la conception saussurienne, c'est-à-dire on a une langue qui est un système clos, etc., et que il fallait mettre également l'accent sur ce que les sociolinguistes appellent la causalité externe, sans bien entendu nier la causalité interne, c'est-à-dire, mais avec la causalité interne, il y a autre chose justement qui se passe, c'est que Durkheim a appelé, c'est-à-dire le phénomène social, c'est que la langue, en même temps, c'est un fait social, c'est-à-dire qu'il y a des éléments externes qui interfèrent sur le langage et que lorsque Fishman disait que la sociolinguistique, c'est le fait d'étudier qui parle avec qui, dans quelles circonstances, pour dire quoi, etc., c'est en fait amener tous ces facteurs-là qui ont un impact sur la langue et que, en fin de compte, la langue n'est qu'une construction sociale contextualisée ou en situation. Donc, voilà, je vous dis tout ça pour vous dire que ce que je dis, bien entendu, n'est pas exhaustif. On peut traiter d'autres éléments. On peut également, bien entendu, prendre peut-être d'autres références. Ce que je vais dire a aussi, on va dire, une coloration en quelque sorte locale parce que c'est ce que c'est pas et c'est ce que je peux apporter, c'est que comment à Rouen, n'est-ce pas, comment on a entamé à Rouen une réflexion justement sur non seulement la définition de la langue, mais sur l'impact social de la langue, etc. Et comment cette remise en cause, n'est-ce pas, va en fait déboucher sur la mise en place de structures même diplômantes de français langue étrangère, etc. Voilà. Donc ça va être un petit peu, disons, on va dire franco-français, voire rouennais. Alors, si on peut passer, voilà. Donc, en fait, c'est pas. Je vous ai parlé justement de l'introduction à la sociolinguistique. Dans les années, à partir des années 70, n'est-ce pas, en fait, il y a le groupe de sociolinguistes rouennais, n'est-ce pas, ont placé en quelque sorte au cœur de leurs préoccupations ce qu'on a appelé la variation linguistique ou les variétés langagières. En fait, ce qu'ils essaient d'étudier, si vous voulez, c'est en fait comment ou la manière dont les rapports sociaux et les processus historiques ont un rapport avec le langage. Bien entendu, il y a un certain nombre de recherches, justement, qui se sont trouvées au croisement de leurs préoccupations, mais surtout avec le groupe de sociolinguistique scolaire, mais également un groupe de chercheurs de l'INRP de Paris, c'est-à-dire l'Institut national de recherche pédagogique. En fait, ces chercheurs-là ont commencé à poser un certain nombre de problèmes de type quels sont les rapports entre le langage et l'école, le langage et le milieu familial, la maîtrise de la langue, l'insécurité linguistique, l'individuation sociolinguistique, ce que Marcel-Lysine a appelé donc dans l'introduction à la sociolinguistique, etc. Donc, très tôt, il y a des connexions qui vont se faire avec notamment la didactique du français.
D'abord, au départ, c'était le français dit langue maternelle. Donc, j'emploie le mot langue maternelle, même si moi, je préfère parler d'autre chose, n'est-ce pas, que langue maternelle. Mais pour la commodité, je vais utiliser langue maternelle, sachant que c'est un concept problématique et je préfère parler d'autre chose. Moi, j'aimerais, comment dire, je préfère parler de langue première ou de langue vernaculaire, etc. Mais en tout cas, on va dire au départ, c'était des préoccupations justement liées à la didactique du français en langue maternelle. Pourquoi? Puisque ces chercheurs mettaient justement au cœur de leurs préoccupations la question de l'enseignement de la langue. Alors, en 1981, vous savez, 1981, c'était l'année où moi je suis arrivé en France. Hein? Pardon? Oui, quand je... tu peux... Pardon. Voilà. Mais je suis pas encore arrivé là, mais c'est pas grave. Je suis arrivé Donc, ça a coïncidé, vous savez, 81, c'était l'arrivée de la gauche, justement, au pouvoir. Et ce groupe de chercheurs, notamment en sociolinguistique scolaire, a été chargé à l'époque par le ministère de l'Éducation nationale pour, en fait, élaborer un programme de recherche en vue de la rénovation de l'enseignement du français. Donc, en fait, ils vont s'appuyer fortement sur les avancées de la sociolinguistique scolaire, bien entendu, et ils vont mettre vraiment fondamentalement au cœur de leurs préoccupations, notamment la question que comment rénover, comment changer la méthode d'enseignement traditionnel. Alors, on va dire que ce groupe de chercheurs vont mettre en place, n'est-ce pas, ou vont essayer de mettre en cause un certain nombre de principes. Vous avez justement un petit sur le diapo, mais on peut rester là encore justement. Alors, brièvement, elle remet en cause fondamentalement l'enseignement traditionnel de la langue en tant que fondé sur une représentation uniciste de la langue, d'une langue française une et unique, c'est-à-dire uniformisée et uniformisante. 2. Cette recherche met en cause le caractère normatif et puriste de cet enseignement, c'est-à-dire, en fait, non seulement une langue unique, mais une langue, on va dire, un bon français, n'est-ce pas? Et le bon français, c'est-à-dire un français débarrassé de toutes les occurrences ou de toutes les, qu'elles soient donc de registres familiers, populaires, régional, etc. Alors, et donc, les écoliers français devaient, bien entendu, acquérir ou apprendre ce modèle de français. Remise en cause de la fonction uniformisatrice attribuée à la langue face au processus de la variation. J'ai dit tout à l'heure, variation situationnelle, fonctionnelle, régionale, etc. Pourquoi? Parce que justement, cette façon de voir occulte souvent une autre fonction qui est aussi importante, c'est la fonction de différenciation. Et tout de suite, au niveau de l'école, justement, on a intégré la notion de la faute, n'est-ce pas? Et c'est la faute non seulement par rapport justement à un modèle grammatical qu'il faut acquérir, etc., mais aussi à une conception par rapport à la notion ou la conception d'une norme qui n'est pas que linguistique, mais la norme, elle est aussi sociolinguistique, elle est aussi historique, elle est aussi sociale et elle est aussi idéologique. Lorsque les grammairiens, justement, du français ont commencé à mettre en place une grammaire, ils ne sont pas allés chercher comment le peuple parlait, justement. Ils sont allés chercher, justement, comment les écrivains, n'est-ce pas, les écrivains de référence écrivaient. Et donc, il y avait toujours, justement, ce décalage par rapport à ce qu'on peut appeler l'usage. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que
les sociolinguistes rouennais, la première équipe de recherche qu'ils ont mis en place, ils l'ont appelée SUDLA, c'est-à-dire sociolinguistique, de l'usage et de devenir de la langue, c'est-à-dire que on concevait la langue pas comme une norme, mais aussi plutôt comme un usage parce qu'il est déterminé par un certain nombre de choses. Mais, donc, remise en cause également, justement, des pratiques pédagogiques et des discours des enseignants, n'est-ce pas? Parce qu'il est évident, lorsqu'on veut enseigner une langue, n'est-ce pas? La première question à laquelle, en fait, on se trouve obligé presque de répondre, quelle est la langue à enseigner à l'école? Et là, de quelle pratique langagière il faut faire l'apprentissage? La question de la maîtrise de quelle langue? Enseigner une langue unique ou la maîtrise de l'adaptation à la variation sociale du langage? Et bien sûr, les réponses à ces questions-là ne sont jamais évidentes et posent un certain nombre de problèmes, non seulement pédagogiques, mais aussi problèmes justement de conception. Et cela, bien sûr, implique aussi la formation des maîtres, qui tiennent quel discours, etc. Et toutes ces questions-là ont apporté, en fait, un autre regard sur la langue. Donc, cela devrait normalement, ou devait aboutir à la prise en compte de la diversité langagière et culturelle dans l'action pédagogique et permettre d'aider les apprenants à développer une relation positive à la diversité des pratiques langagières. Donc, je peux dire que la sociolinguistique scolaire a donc fortement critiqué l'enseignement de la langue. Tu me dis par rapport parce que je suis également par rapport à l'heure. D'accord, je suis toujours au premier point. Mais bon, il faut que j'aille plus vite. Disons, la conception, je vais résumer deux points justement. Une conception qu'on a tout simplement héritée d'Aristote, c'est-à-dire, en gros, vous savez, la langue exprime et en quelque sorte, exprime la pensée, n'est-ce pas? Et donc, du coup, cette pensée est préexistante à la langue. Et cette idée a eu des conséquences directes sur l'enseignement, justement, notamment de la grammaire, à savoir que l'organisation de la langue reproduit tout simplement l'organisation interne de la pensée. Alors, ce postulat, en quelque sorte, a nourri les travaux sur la langue, les grammaires logiques générales, notamment la grammaire de Port-Royal, par exemple, la théorie des universaux du langage, l'enseignement de la grammaire à l'école, ont été fortement, subi l'impact de ce postulat-là. Et il n'a qu'à voir, par exemple, les définitions de la langue dans le dictionnaire, on revient toujours justement à ce postulat-là. Deuxième point, c'est l'histoire de la langue. Et là, quand on parle d'histoire de la langue, je veux également parler de l'histoire de la norme qui est étroitement liée à l'histoire de la France en France. C'est quoi l'histoire de la France? C'est-à-dire que cette histoire de la nation en France a presque forgé une représentation de la langue qui s'est transmise, d'ailleurs, de génération en génération d'enseignants. Et c'est quoi la langue? C'est quoi la langue, disons, est un moyen fort d'unification linguistique, et à travers l'unification linguistique, on cherchait bien entendu l'unification politique. La conception de la nation était une conception homogénéisante. C'est-à-dire, en fait, si je reviens à Herder ou Humboldt, on avait l'équation une langue égale une identité, égale un peuple, égale une nation. Et donc, c'est une nation homogène qui devait être servie par une langue homogène. Donc,
cette conception-là, en France, s'est accompagnée d'un processus que nous, à Rouen, on l'appelle un processus de minoration linguistique des autres variétés autres que le français, et qui étaient des langues de France, par des langues régionales, mais aussi des dialectes, etc. Donc, lorsque par exemple, et je ne cite que ce bout de phrase de Grégoire, qui était un conventionnel, c'est-à-dire membre de la Convention, le 30 juin 1793, quand il disait « Je ne puis trop le répéter, il est bien plus important qu'on ne le pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolonge l'enfance de la raison à la vieillesse des préjugés. » Fin de citation. Et, par exemple, en 1832, la connaissance de l'orthographe française devient obligatoire pour obtenir ou pour avoir un emploi public. Donc, l'apport, en quelque sorte, de la sociolinguistique varianiste de manière générale et de la sociolinguistique scolaire, c'est d'avoir justement commencé à bousculer un peu ces idées-là. Deuxième point, il est déjà là, oui, donc j'ai choisi la polynomie. Alors, la polynomie, bon, vous avez donc la définition, 2 extraits de Marcellisi pour la définition de la langue polynomique. En fait, si vous voulez, c'est pas la peine que je vous dise ça puisque vous l'avez vu déjà. Je résume les choses en disant Marcellisi, vous allez voir pourquoi justement j'ai voulu parler de polynomie. La polynomie, trois critères pour la polynomie, pour une langue polynomique. Premier critère, c'est que c'est une langue qui résulte d'un processus dialectique. C'est une langue qui n'a pas connu une norme unique et cela s'accompagne d'intertolérance de ses utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que donc c'est pas l'ossification d'une norme. En fait, il y avait à un moment donné, comme disait Marcellisi, un Corse du Sud et un Corse du Nord. Je parle du Corse en tant que langue. Et chacun des deux groupes, n'est-ce pas, stigmatisait l'autre groupe en disant oui, il parle différemment, donc stigmatisé. Et donc, à un moment donné, Marcellisi disait que parallèlement au développement urbain et notamment la naissance de 2 centres urbains au sud, Ajaccio, au nord, Bastia, progressivement à cette dualité, n'est-ce pas, avec des stéréotypes stigmatisants, etc., et péjoratifs de la langue de l'autre, petit à petit, justement, se mettait en place, en fait, une sorte d'intertolérance envers la langue de l'autre, envers la variété de l'autre, n'est-ce pas? Et donc, Marcellisi a dit, à un moment donné, notamment lorsqu'il fallait répondre à la demande de vouloir enseigner le corse, parce qu'il y a des gens justement qui réclamaient l'enseignement du corse, etc. Et donc, dans les années 80, mise en place de CAPES de Corse, donc on s'est trouvé face à ce concept de langue polynomique, c'est-à-dire une langue qui connaît une variation, c'est-à-dire que le Corse du Sud parle à sa manière, le Corse du Nord parle à sa manière, etc., mais tout étant reconnu comme étant du Corse, et donc du Corse sans hiérarchisation des variétés. C'est ce que Marcellisi a appelé une langue polynomique. Okay? Cette langue polynomique, ce concept qui a été forgé, donc il y a eu, vous avez donc dans
la bibliographie, vous avez la référence. En 90, il y a eu un grand colloque international sur les langues polynomiques. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont voulu tester l'applicabilité de ce concept-là à des terrains divers. Ceux qui ont essayé de l'appliquer au français, moi j'ai essayé à l'époque de l'appliquer au contexte arabe, etc. Est-ce que ce concept pouvait nous aider justement à penser les rapports entre diverses langues, n'est-ce pas, comme par exemple celui de l'espace francophone. En fait, l'idée, ce n'est pas de dire que telle langue est polynomique ou non, mais de voir en quoi ce concept de polynomie peut nous aider à raisonner sur le plurilinguisme linguistique en dehors des concepts qu'on connaît. Par exemple, je peux prendre le concept largement développé par l'école catalane de sociolinguistique, c'est-à-dire le concept de conflit linguistique. Quand il y a deux langues en coexistence, il y a toujours un rapport conflictuel. Certes, mais à un moment donné, justement, comment on peut justement aussi penser les choses autrement. Et donc, pour aller très très vite, dans les années, donc en fin des années 90, j'avais obtenu personnellement un financement d'un projet de recherche qui réunissait un certain nombre d'universités, notamment l'université de Laval, l'université du Québec à Trois-Rivières, mais aussi l'université de Dakar, de La Réunion, de Tours, etc. Et en fait, notre objectif, c'était, on est parti, vous allez comprendre pourquoi je parle de la polynomie, nous avons voulu tester l'applicabilité de ce concept de langue polynomique à l'espace francophone, bien entendu. Et donc, comme je l'ai dit, notre objectif, c'était pas de dire est-ce que le français est une langue polynomique ou non, mais de poser un certain nombre de questions de type, par exemple, est-ce qu'on peut encore, voilà, hein, le concept de langue polynomique est-il applicable à l'espace francophone? Quel enjeu glottopolitique, par exemple, de la polynomie? L'approche polynomique implique-t-elle à l'intérieur de l'espace francophone la reconnaissance et la légitimation du français, autre que celui de la France? Et en fait, après, de l'espace francophone à la polyfrancophonie, c'est-à-dire quel impact sur l'enseignement du français langue étrangère. Et donc, une des questions qu'on voulait bien entendu tester ou à laquelle on voulait répondre, c'est que, bien sûr, au sein de l'espace francophone, et moi je l'ai dit, et ça c'est l'enseignement du français langue étrangère ne peut que justement vraiment gagner de ça, c'est que, et je l'ai dit dans d'autres circonstances, au Québec, à Paris, etc., concernant l'enseignement du français langue étrangère, j'ai dit qu'au sein de la francophonie, on ne peut pas vouloir que le français se développe davantage au sein de la francophonie, mais continuer à ne reconnaître comme une norme valable que la norme franco-française. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, du moment où on continue toujours justement à considérer que telle expression, c'est du québécisme, c'est du wallonisme, c'est du africanisme, etc., on est dans justement, dans l'idéologie certes, mais on est dans la hiérarchisation des variétés. Que, bien entendu, on dise que le français du Québec est différent, certes, c'est vrai, personne ne peut dire, ou le français de Wallonie est différent du français de France, etc., ou le français, justement, du Maghreb est différent, le français de Tunisie est différent du français de France, ça, c'est personne ne peut dire le contraire. Mais moi, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que je dis que moi, je suis d'origine tunisienne, et j'ai toujours tenu également le même discours en Tunisie et au Maghreb. On disait, attention, le français en Tunisie n'est pas l'héritage subi de la colonisation. Nous, en tant que Tunisiens ou Maghrébins, le français nous apporte aussi
parce que c'est justement notre langue aussi. Il permet, c'est peut-être atypique, etc., mais il permet également de définir l'identité justement du maghrébin, parce que c'est une identité plurielle au sens composite, au sens fait d'apports multiples. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, je mets en avant tel ou tel autre apport. Cela ne veut pas dire que j'ai plusieurs identités, j'en ai une, mais elle est composite, sinon je serais schizophrène, n'est-ce pas, hein? Donc, voyez, et alors, justement, notre question, c'est pour ça qu'on parle de la polyfrancophonie, c'est-à-dire si on veut appliquer le concept de langue polynomique, il faudra que justement, au sein même justement de la francophonie, on arrive à cette polyfrancophonie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de variétés qui sont justement, conçues comme des variétés diverses, mais enrichissantes de cette même réalité qui est diverse. Alors, troisième point, et je vais essayer d'aller très vite, c'est bien entendu la question de la sociodidactique. Voilà. Vous voyez, la sociodidactique, donc le terme a été lancé par justement Lise et Michel Daben en 98. En fait, ce sont des chercheurs qui se sont trouvés dans le sillage, bien entendu, de la sociolinguistique scolaire, mais je dirais que d'un point de vue théorique, n'est-ce pas, je pense qu'on est toujours justement dans la continuité de ces approches que je viens de décrire, mais l'idée est la suivante, elle est simple, si vous voulez. En fait, il faut explorer, en quelque sorte, et prendre en compte, en situation de classe et de formation, en fait, le répertoire langagier des apprenants, qui par définition est un répertoire. Quand je dis répertoire linguistique, je l'entends au sens de Gompers, n'est-ce pas? C'est-à-dire la gamme ou l'ensemble des variétés, n'est-ce pas? Des variétés linguistiques au sein d'une même communauté sociolinguistique. Et je définis la communauté sociolinguistique par l'ensemble de ces répertoires qui la composent. Vous voyez, on peut définir la communauté sociolinguistique à la Labov, c'est-à-dire ce sont des locuteurs qui ont une attitude convergente envers la norme, mais je peux également la définir au sens de Gompers, et c'est cette définition-là. Et quand je dis justement au sens du répertoire verbal, cela me permet de neutraliser les oppositions classiques telles que langue, telles que idiome, telles que justement patois, telles que dialecte, etc. Et puis, ça me permet de récupérer également toutes les manifestations issues du contact linguistique, tels que les emprunts, le code switching, etc. Parce que le répertoire linguistique, par définition, est un répertoire où les unités linguistiques ou les variétés linguistiques peuvent s'enchevêtrer, peuvent s'entremêler, etc. Et donc, ce répertoire, par définition, il est pluriel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, en fonction de la situation d'interaction ou situation dans laquelle je me trouve, eh bien, je fais appel à telle ou telle variété. C'est comme cela. Et donc je disais que c'est... alors, la question quand même, justement, que je voudrais évoquer avec la sociodidactique, c'est que récemment, et là on a une thèse qui a été soutenue à Rouen en 2014, donc cette année, n'est-ce pas, qui recueille justement des discours d'adolescents sur les pratiques d'écriture. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi, et je me pose moi-même aussi la question, peut-être tout à l'heure dans le débat on reviendra sur cette question, pourquoi la variation, la portée du discours de la sociolinguistique variationniste est restée en quelque sorte en dehors de l'école? Pourquoi il y avait, en dehors des registres de langue, bien entendu, qu'on peut enseigner, etc., pourquoi il y a toujours ce blocage au niveau de l'institution? Et là, moi, je ne suis pas didacticien, donc c'est plutôt didacticien justement d'aller au-delà justement de ce que je dis, etc. J'ai peut-être justement des éléments de réponse parce que justement,
c'est très très difficile. En France, l'institution scolaire est vraiment très très, c'est un sanctuaire, etc. Et donc c'est très difficile justement d'y pénétrer. Et je dirais même aussi après les didacticiens, est-ce qu'ils se sont bien emparés justement des outils, etc. pour dire en classe, mais comment je peux en dehors justement de en dehors de ces registres de langue, comment on peut enseigner la langue autrement. Mais bon, il y a encore des efforts, même au niveau de la francophonie. Je discutais, moi, avec des collègues. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'on parle de Césaire, c'est vrai qu'on parle de Senghor, c'est vrai qu'on parle justement de Glissant, c'est vrai qu'on parle de Katabiessine, etc. Mais est-ce que dans nos manuels d'enseignement en France, à l'école primaire, est-ce qu'on a justement des textes de Césaire ou de Senghor? Peut-être que maintenant, oui, mais on a encore justement à apprendre justement de ça pour dire que, après tout, le français, ce n'est pas que le français de Voltaire ou de Molière, hein, ou de Victor Hugo. Il y a aussi d'autres auteurs justement qui font aussi la richesse du français. Enfin, avant-dernier point, l'écriture électronique. Alors, il y a, avec la révolution numérique qui a introduit un nouveau type de rapport à l'écrit et à l'écrit traditionnel. Donc, il y a à peu près 6-7 ans, nous avons, dans le cadre d'un projet encore, nous avons voulu, avec notamment l'avènement d'Internet, etc., nous avons voulu réfléchir sur l'écrit, et en particulier sur l'écrit électronique. On s'est dit pourquoi? Pourquoi? Parce que pendant longtemps, quand vous regardez la théorie linguistique, la théorie sociolinguistique en particulier, notamment concernant toutes ces questions que je viens d'évoquer, c'est une théorie qui a été forgée principalement à partir de l'analyse de l'oral. Et donc, avec maintenant l'avènement d'Internet, avec justement le téléphone portable, etc., on écrit, eh bien, on s'est trouvé face à un autre écrit. Et donc là, on s'est dit, nous, est-ce que les outils qui ont été théoriques, qui ont été forgés à partir de l'analyse de l'oral, sont pertinents pour analyser l'écrit, et en particulier l'écrit électronique, un écrit spécifique quand même. Je vous renvoie justement aux travaux de Anis, travaux de Liénard, etc., sur la description justement de ce français écrit. Mais nous, on s'est posé ces questions-là justement, et vous avez un ouvrage qui est sorti, que j'ai dirigé justement sur le code switching, avec ce volet justement d'analyse de l'écrit. Alors on s'est dit, il y a peut-être une opportunité nouvelle, n'est-ce pas, pour concevoir, n'est-ce pas, peut-être une méthodologie autre, n'est-ce pas, à travers justement ce chantier de la communication électronique, et en quoi cette recherche justement sur la communication électronique, sur les écrits électroniques, peuvent nous aider non seulement à aborder l'écrit peut-être différemment, mais peut-être même revisiter la théorie qui a été forgée à partir de l'oral. Et donc, un certain nombre de recherches se sont développées ces derniers temps. Moi, j'en ai participé, et puis même j'en ai même dirigé donc un certain nombre de travaux. En fait, disons que cette façon de voir l'écrit peut également aider à mieux aussi concevoir peut-être le rapport sur le français, non seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit. Je n'évoque pas les questions alarmistes, etc., parce qu'elles existent toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui disent attention, c'est l'orthographe est en train de prendre un coup, etc., et que nos enfants maintenant écrivent sur la copie, justement leur copie comme ils écrivaient des SMS, etc. Mais dans la thèse qui a été soutenue en 2014 par Roxane Joannides montre que les élèves
qui arrivent, comme disait Labov d'ailleurs, justement, dans les années 70, les élèves qui maîtrisaient, n'est-ce pas, la norme écrite scolaire, peuvent justement distinguer les registres. Mais ça, c'est un chantier qui peut nous aider également, du coup, à revoir ou à reposer les questions autrement. Dernier point, et j'ai peut-être même dépassé mon temps. Dernier point, ça va être rapide, c'est la mise en place de formation diplômante en France, et je dis parler en France. Il se trouve que moi, personnellement, j'ai vécu justement cette mise en place, à la fois en tant qu'étudiant au départ, mais plus tard en tant qu'enseignant-chercheur. Il se trouve que deux points à soulever ici, c'est que ce n'est pas un hasard que dans les universités où se sont installées des formations en sociolinguistique, c'est vrai à Rouen, c'est vrai à Montpellier, c'est vrai à Aix, c'est vrai à Dijon, c'est vrai à Besançon, c'est vrai à Grenoble, et j'en passe. C'est-à-dire que la mise en place de structures d'enseignement du français langue étrangère s'est trouvée dans la continuité de cette réflexion qui a été justement mise en place par les sociolinguistes. Et ça, je le dis pas en faisant de la pub pour les sociolinguistes, c'est la réalité. Ok? Et je me souviens, moi, quand j'étais étudiant, j'étais inscrit en maîtrise, mais pas en maîtrise FLE, en maîtrise lettres modernes avec option linguistique. Je me souviens quand maintenant, il y a Marcellesi est venu me voir parce que il m'a dit mais pourquoi t'as pas fait FLE? Je n'ai pas fait FLE parce que j'aime la littérature, etc. Mais je voulais aussi me spécialiser en linguistique. Et c'est-à-dire que justement, on concevait la langue autrement. Il y avait aussi une variation, et donc c'était tout à fait normal que enseigner le français justement à un public qui n'est pas natif de la langue, c'est-à-dire on a d'autres questionnements sur le public, sur les enseignements, sur justement le contexte, sur les traits d'individuation, et j'en passe. Et donc du coup, la mise en place de structures, quand je dis licence FLE, maîtrise FLE, et après plus tard justement DOA, etc., a bénéficié justement de cette, on va dire, de ce contexte favorable au niveau linguistique. Et juste pour donner un exemple, et plus tard, lorsque un certain nombre d'universités ont mis en place un enseignement à distance pour toucher également les étudiants qui étaient justement francophones mais qui étaient éloignés, etc., Rouen était pionnière parce que vous savez comment Marcellesi a commencé avec Gardin? Au départ, c'était des notes prises par des étudiants qui étaient présents et qu'il fallait photocopier à la fin pour les donner aux étudiants salariés qui ne pouvaient pas être présents. C'était donc comme ça a commencé avec une méthode archaïque, n'est-ce pas? C'était des notes écrites à la main, etc., qu'on photocopiait, etc. Et cela a fini justement par donner lieu d'abord justement à une cellule justement d'enseignement à distance et après un service commun de l'université. Et puis après, c'était développé. Et je me souviens, aujourd'hui je suis au Japon, mais je me souviens que une de nos conventions phares, parce que c'était des conventions historiques, c'était signé avec justement le Vietnam et après les autres pays du sud-est asiatique, et c'était parti comme ça. Et donc toutes les universités après. Donc ce que je voulais dire, c'est que sur le plan de l'enseignement aussi, le contexte épistémologique, théorique, etc., que la sociolinguistique venait justement d'entamer, n'est-ce pas? Et au moment où la sociolinguistique commençait justement à s'installer dans les universités françaises, parce que j'ai dit que je ne parle que de la France ici, eh bien, après c'était parti pour le reste. Alors, vous voyez, en termes, si vous voulez, de conclusion, et j'ai conclu, vous voyez, donc ça c'est la mise en place d'un enseignement du FLE
que je viens de le dire, est consécutive justement à une nouvelle conception de la langue, hein, qui a mis l'accent sur la causalité externe, j'en ai parlé. L'approche sociolinguistique a insisté sur l'hétérogénéité des situations pour l'enseignement du FLE. Je viens de dire, un contexte différent, etc. Et puis, elle repose beaucoup justement sur une conception variationniste de la langue. Voilà en quelque sorte des éléments, mais dit de manière un peu rapide, hein, parfois même caricaturale, mais j'espère justement que justement on aura l'occasion d'en débattre. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui nous situe quand même bien le terrain synchronique, la continuité. On situe mieux maintenant la question pourquoi parler de sociolinguistique quand on fait l'enseignement du français. Ça vous situe un petit peu maintenant que nous sommes liés, qu'on le sait ou on ne le sait pas, mais on est liés à cette histoire de la sociolinguistique, à son mouvement. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la question. Ouais. Bon, alors... Avec la présentation de Sylvain Deterre. Bon, effectivement, le cadre a été posé par Fouad Laroussi. Donc moi, je vais essayer de respecter les 30 minutes. En fait, ça va être un petit peu difficile, mais je vais faire le maximum. Alors, voilà, je dois être quelque part. Comment tu l'avais intitulé? Je l'avais intitulé... Attends, je vais revenir. Voilà. Ok, allons-y. très bien. Allons-y. Bon. Donc, j'ai à peu près 30 minutes, donc je vais essayer de m'y tenir. Bon, bonsoir à tout le monde. Tu as à peu près 20 minutes. Donc, je vais essayer de réduire encore plus. Ok, donc merci à tout le monde d'être présent. Merci à Olivier, merci à l'Institut d'organiser cette conférence. Alors, donc, on va continuer sur l'apport de la sociolinguistique à l'enseignement du FLE, et je vais effectivement vous parler d'une question que je connais maintenant assez bien puisque je travaille dessus depuis plusieurs années, qui est celle des corpus oraux. Donc voilà en gros, alors je m'excuse, je vais parler un petit peu vite, c'est pas parce que j'essaie d'aller vite, mais c'est parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc le plan de la présentation est le suivant, donc une brève introduction, parler ensuite de didactique de l'oral, je vais me concentrer sur l'oral et parler de la question de l'input en classe d'oral, et illustrer en fait l'utilisation des corpus oraux pour la didactique du FLE, avec le cas d'un corpus qui est devenu le corpus de référence en la matière, qui est le corpus PFC, donc que je vais vous présenter rapidement, avant de conclure. Bon, qu'est-ce que la sociolinguistique? Je crois qu'on n'a plus besoin de définir, puisque Fouad l'a définit de manière assez claire, le lien entre fait de langue et fait de société, et le mot qui est absolument central, enfin la notion clé, c'est celle de variation, comme vous l'avez compris, et je vous renvoie ici à un article assez récent de Bernard Lax. Alors c'est un article en anglais, Why is there variation rather than nothing, mais en fait ce qu'il montre, c'est que en fait il n'y a que de la variation, et que tout ce qui est stable, tout ce qui semble établi, tout ce qui relève de la catégorisation, tout cela ne fait qu'émerger à partir de la variation. Alors, un point important de la sociolinguistique, c'est qu'en fait, la sociolinguistique nous invite à regarder les données dans leur contexte de production réel et non pas déconnecté du contexte de production. C'est la seule manière de savoir comment utiliser de manière réellement correcte les éléments langagiers et donc comment utiliser la langue d'un point de vue didactique. Et si on souhaite rassembler ces données de manière structurée, de manière à ce qu'elles soient interrogeables par le chercheur ou par l'enseignant, on a alors ce qu'on appelle un corpus. Un corpus, ça n'est pas un ensemble de données disparates et mal structurées, c'est quelque chose qui est vraiment utilisable, structuré, hiérarchisé, consultable pour la recherche et l'enseignement. L'utilisation des corpus écrits, c'est assez ancien. Les corpus oraux, en revanche, c'est plus nouveau. Alors, je m'excuse, cette diapositive est un peu dense. Les autres seront un peu plus légères. Alors, quel est le rapport entre linguistique de corpus et enseignement du FLE? Lorsqu'on enseigne le français langue étrangère à l'étranger, on peut s'intéresser, on peut se demander en quoi la linguistique de corpus peut être intéressante pour l'enseignant. Et lorsqu'on n'est pas familier du domaine, c'est pas évident. Alors, je vais commencer par un point qui semble partagé, je pense, par l'ensemble des enseignants, quelle que soit leur formation, plutôt linguistique, littéraire ou classique, à savoir la grammaire. Okay, lorsqu'on veut enseigner la langue, on va enseigner la grammaire. Ah, mais qu'est-ce que la grammaire? Alors j'invite tout le monde, si ce n'est déjà fait, à lire l'ouvrage de référence dans le domaine du FLE de Bess et Porquier en 84, qui donne un bon topo sur la question. Et alors, puisqu'on n'a pas le temps, si on s'intéresse uniquement à ce qu'on appelle les grammaires prescriptives, éventuellement sous leur format pédagogique, en gros, elles offrent une description de la langue. Okay, on consulte les grammaires pour avoir une description de la langue qui sert de base à l'enseignement.
Mais la question est la suivante. Description sur quelle base? Qui écrit les grammaires? Je me souviens avoir discuté avec un collègue enseignant de français au Japon. Alors, il s'interrogeait sur l'intérêt de la linguistique pour l'enseignement du FLE. Il dit, oui, mais lorsque tu enseignes le FLE, tu enseignes la grammaire. Ah oui, j'enseigne la grammaire. Bon, alors qui écrit la grammaire? Qui rédige la grammaire? Ah, je ne sais pas. Bon, ce sont les grammairiens. Mais les grammairiens, ce sont les ancêtres des linguistes. Ah bon, donc on a besoin de la linguistique pour avoir des descriptions. Mais ces descriptions, elles reposent sur quoi? Est-ce qu'elles reposent sur l'intuition du locuteur, sur l'intuition du linguiste? Est-ce qu'elles reposent sur un ensemble de textes littéraires? Ou est-ce qu'elles reposent sur des données authentiques qui reflètent les usages actuels et réels des locuteurs en situation authentique? Par ailleurs, ces règles, elles sont formulées par qui? Que sont les règles? Bon, tout ça, ce sont des questions un peu classiques dans les formations des enseignants de FLE. Est-ce que les règles, ce sont des généralisations et des exemples? Bon. La démarche du linguiste, contrairement à celle du grammairien, c'est précisément d'examiner les usages des faits réels attestés en situation et ensuite de s'orienter vers des généralisations qu'on pourra par la suite dénommer règles. Lorsqu'on a étudié la question de la didactique de la grammaire, on sait qu'il y a plusieurs approches, explicite, implicite, inductive, déductive, et lorsque on est, disons, enclin à aborder la grammaire de manière inductive, pour diverses raisons, encore faut-il avoir les bonnes données sur lesquelles s'appuyer pour conduire les apprenants à conceptualiser les éléments généralisables de la grammaire. Donc, l'utilisation des corpus, ça nous permet précisément d'avoir des données authentiques en contexte, qui, si ensuite on les étiquette sous forme de partie du discours, nous permettent d'observer les catégories grammaticales en action, si je puis dire, d'observer les collocations, d'observer les effets de fréquence, bref, quels sont les usages de ces constructions grammaticales, et bien sûr, on doit faire le lien avec la sémantique et la pragmatique. Alors, donc tout ça, c'est le champ de corpus et enseignement des langues, et dans le domaine de l'écrit, ça a été pas mal travaillé. Y a-t-il des différences entre l'écrit et l'oral? La réponse est oui, bien sûr, et un champ qui est plus récent et aussi plus complexe, c'est le cas de l'oral et les corpus oraux. Donc je me concentre sur les corpus oraux, et je laisse de côté les corpus écrits, même si, vous l'avez compris, il y a évidemment un élément de scripturalité, puisque très souvent, on travaille les corpus oraux à l'aide de transcription phonétique, transcription orthographique. Mais ce qui est intéressant avec les corpus oraux, c'est qu'ils nous permettent de travailler sur l'oral. Et donc, dire « je travaille sur des corpus oraux, mais je travaille uniquement sur les transcriptions orthographiques de mes corpus oraux », c'est sans intérêt. Donc il faut toujours garder le lien entre la substance orale et la transcription qui nous sert uniquement d'outil de travail pour travailler sur l'oral. Alors, une des questions qui se pose lorsqu'on enseigne le français de manière générale et plus particulièrement l'oral, c'est quel français enseigner? C'est une question qui peut paraître un peu étrange lorsqu'on n'y a pas trop songé, mais en fait, elle renvoie à la question des contenus d'enseignement. Et ça, la question des contenus d'enseignement, ça concerne les concepteurs de manuels, les concepteurs de méthodes, les concepteurs de cours. Ça concerne tous les enseignants, et quand je dis quel français, du lexique à la prononciation, en passant par la grammaire. Et quand on dit quel, alors c'est là où il ne faut pas se tromper, quand on dit quel, ça renvoie à la fois à la forme, quelle forme, mais aussi à la substance, c'est-à-dire quelles données on utilise véritablement en classe. Donc, ça renvoie à l'input qu'on utilise en classe d'oral. Alors, si on examine la question de l'input en classe d'oral, donc dans la didactique de l'oral, et historiquement et en bref, on peut dire que, Mukashi, autrefois, on avait uniquement la voix du maître. Okay, la voix du maître, et puis ensuite on a eu des textes, on a eu des images, on a eu les machines parlantes qui ont été inventées, du plus, disons, élémentaire ou plus archaïque avec le gramophone, jusqu'à Skype. Okay, je prends un raccourci, et donc on a à présent tous ces médias qui sont accessibles. Donc en images, en gros, ça nous donne ça. Et donc, on peut dire que généralement, malgré toutes ces évolutions technologiques, on a encore, dans la plupart des classes, notamment à l'étranger, assez peu d'input oral autre que la voix du maître ou du support audio qui accompagne le matériel, voix du maître qui est de facto le modèle à imiter, et finalement, l'input écrit reste souvent dominant. Dans les classes de langue, écoutez une fois, écoutez deux fois, bon, maintenant, n'écoutez plus rien, concentrez-vous sur la transcription, sur votre texte. Donc, je pose 3 questions. Question numéro 1. Pour apprendre l'oral, peut-on se contenter de peu d'oral et de beaucoup d'écrit? Alors, avant de répondre à la question, il faut affiner la question. Et il faut notamment distinguer les niveaux linguistiques. Lorsqu'on parle de la syntaxe, l'écart entre l'oral et l'écrit au niveau syntaxique n'est pas le même, bien évidemment, que lorsqu'on examine des questions de phonétique, de phonologie, ça paraît évident, mais même des questions de morphologie, notamment en grammaire. On sait très bien que les désinences, le système des conjugaisons à l'oral et à l'écrit en français ne posent pas les mêmes défis et les mêmes difficultés aux apprenants. On doit aussi distinguer les représentations, les formes de l'oral, des processus. C'est-à-dire que travailler sur l'oral, ça veut dire à la fois travailler sur les formes spécifiques. Est-ce qu'on dit il y a, ou il y a, mais ça veut dire aussi travailler sur les processus de compréhension. Comprendre l'oral, ce n'est pas la même chose que lire une transcription d'un point de vue psycholinguistique. Et on doit aussi distinguer la perception de la production. Si on doit s'entraîner
si on doit entraîner les étudiants à la production orale ou à la compréhension orale, est-ce que le rapport à l'input est le même? La réponse est non. Donc on doit distinguer ces deux plans. Question numéro 2. Pour apprendre l'oral, peut-on se contenter de peu de variations, un minima phonétique, c'est-à-dire des choses intrinsèques à la voix aux différences interindividuelles, ou en faut-il beaucoup? On a déjà souligné l'importance de la variation, et là aussi on doit distinguer, donc il faut affiner le questionnement évidemment, on doit distinguer entre variations phonétiques, on peut très bien avoir des changements de voix d'une journée à l'autre, mais on est toujours la même personne, on a toujours la même identité, on a toujours le même système phonologique, mais lorsqu'on a des locuteurs avec des systèmes phonologiques différents, entre un locuteur québécois et un locuteur parisien, à ce moment-là, il peut y avoir des éléments de variation qui doivent être pris en compte de manière différente. Et on doit également distinguer les perspectives. Lorsqu'on a de la variation, ne serait-ce que phonétique, cela peut avoir un impact psycholinguistique en termes d'apprentissage, mais qui ne peut avoir un impact réduit d'un point de vue sociolinguistique. Si maintenant je parle comme ça, certes, vous allez avoir une perception différente de celle précédente, mais si je parle avec un accent un peu bizarre, bon, peut-être il va y avoir un impact d'un point de vue psycholinguistique, mais aussi un impact d'un point de vue sociolinguistique, c'est-à-dire en termes de représentation sur la question des accents, etc., ce qui renvoie à la question des normes. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce sont des questions sur lesquelles on a travaillé. Question numéro 3. Si les réponses aux questions 1 et 2 sont « oui, il faut de l'oral » et « oui, il faut de la variation », alors quelles sont les ressources disponibles? Et si vous me dites, comme me disent les étudiants, « ah oui, Internet », Internet, on sait très bien qu'il y a tout et n'importe quoi. Internet n'est pas un corpus. Internet, c'est un grand ensemble de plein de choses, mais quand on doit effectuer des recherches assez ciblées, quand on a des critères de recherche, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Réponse rapide aux questions 1 et 2. La question numéro 1, en fait, nous rappelle que l'oral n'est pas à l'écrit. Alors, quand on le dit comme ça, on dit oui, bien sûr, mais en fait, du point de vue des pratiques enseignantes, on s'aperçoit que bien souvent, l'oral est un peu maltraité. L'oral n'est pas l'écrit à la fois d'un point de vue linguistique, mais surtout d'un point de vue psycholinguistique. Et je répète encore une fois, apprendre à comprendre un document audio, ça n'est pas lire une transcription de ce document audio. D'un point de vue psycholinguistique, les processus de lecture et les processus de décryptage audio ne sont pas les mêmes. En tout cas, à un certain niveau de traitement. Donc il faut de l'oral, il en faut beaucoup, d'autant plus que l'écrit peut interférer avec l'apprentissage de l'oral. Réponse à la question numéro 2, a-t-on besoin de variation ou pas besoin de variation? Alors ici, je fais référence à plusieurs études en traitement de la parole, en phonétique, qui montrent qu'en fait, si on est exposé, ça fait sens quand je l'aurais dit, vous comprenez pourquoi, si on est exposé uniquement à une seule voix tout au long de l'apprentissage, dès qu'on est confronté à d'autres voix ou d'autres systèmes, on est perdu parce qu'on n'a pas développé cette capacité d'abstraction à un niveau, disons, un peu linguistique, phonologique, ce qui veut dire qu'on va être limité en fait dans la gestion de la variation qui elle est bien réelle et omniprésente. Donc il faut de la variation, les questions étant combien et comment. Donc, si on s'intéresse à la didactique de l'oral, on doit s'interroger sur l'input qu'on va fournir aux apprenants en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Alors, donc, comme vous l'avez compris, une partie de la réponse à la question posée passe par les corpus oraux. Les corpus oraux constituent des ensembles de ressources qui nous permettent de répondre aux questions posées. Et donc, quel est le lien entre corpus oraux et didactique du FLE? Là aussi, je vais me limiter à la France globalement. Alors brièvement, si on veut établir un bref historique, on peut remonter à 1911 avec la création dans les locaux de la Sorbonne des archives de la parole par un éminent linguiste, Ferdinand Bruno, qui avait différents objectifs, à la fois celle de création d'un atlas phonostylistique, mais aussi celle de préservation de ce qu'il appelait la parole au timbre juste, au rythme impeccable, à l'accent pur, avec des voix très célèbres comme celle d'Apollinaire, de Durkheim, etc., qui auraient pu servir de modèle linguistique pour les générations futures. Bon, ensuite, la première étape vraiment qui concerne la didactique du FLE, c'est 1953, lorsque, sous l'égide de Guggenheim, le Crédit fait créer et lancer la première enquête sur le français parlé, la première constitution de corpus oral en France, avec le français élémentaire qui sera rebaptisé ensuite français fondamental, et qui sera la base linguistique des méthodes et de la méthodologie structuro-globale audiovisuelle, voix image de France, de vive voix, etc. Et c'est une étape absolument fondamentale dans le développement de la linguistique de corpus en France, voire dans le monde. Ensuite, pendant les années 70, on a d'autres éléments importants. On a Eslo, enquête sociolinguistique à Orléans, qui avait un objectif pédagogique. Ce sont des chercheurs britanniques qui étaient venus cartographier, enregistrer les Orléanais, mais avec un objectif pédagogique. Dans les années 2000, la France rattrape son retard par rapport à l'Angleterre, notamment lorsque la DGLF-LF, Délégation Générale de la Langue française et aux Langues de France, se lance dans la création d'un inventaire des corpus oraux, soutient financièrement des projets, et finalement en 2007 aboutit à un site internet
qui permet de fédéraliser en fait les différents projets en cours, le site Corpus de la parole. Aujourd'hui, on a des nouveaux projets et il y a une étape originale dans ce développement, c'est celle dans laquelle j'ai eu la chance d'être impliqué en partie pilotée, qui est PFC-EF. Donc je vais à présent vous parler de PFC, alors rapidement parce que PFC c'est un projet linguistique, mais je vais plutôt me concentrer sur le volet pédagogique de PFC qui est PFC-EF. Donc PFC, Phonologie du français contemporain, qui à l'origine était un projet lancé par Jacques Durand à Toulouse, Bernard Lax à Paris et Chantal Luc en Norvège, et qui avait pour objectif en fait de renouveler l'ensemble des données sur lesquelles s'appuyait la phonétique et la phonologie du français pour tester évidemment des modèles et des hypothèses linguistiques, mais aussi, donc là c'est ce qui nous intéresse ici, encourager un renouvellement des données et des analyses pour l'enseignement du français. Alors, c'est impossible de résumer PFC en 5 minutes parce que c'est un projet qui a plus de 10 ans d'existence, nombreux collaborateurs, publications, des colloques annuels depuis plus de 10 ans. Bon, c'est une grosse machine qui a été financée par plusieurs ANR. Donc je ne vais pas le résumer, mais je vous invite en revanche à consulter le site et vous pouvez déjà voir qu'il y a une vitrine pédagogique dédiée à l'enseignement du français et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Simplement pour dire que c'est aujourd'hui le corpus de référence concernant le français parlé dans le monde francophone. On a plus de 70 enquêtes réalisées, on dépasse le 1 million de mots, et non seulement dans la France hexagonale, mais dans l'ensemble de l'espace francophone. Et si à l'origine c'était un projet de phonologue, c'est devenu aujourd'hui un projet de linguistique française plus générale, puisque le corpus en fait est exploitable tant d'un point de vue phonétique phonologique que pour l'analyse de la syntaxe, du lexique, du discours, et surtout, c'est un corpus qui permet d'étudier le français parlé dans sa variation dans l'espace francophone. Et en cela, il est tout à fait unique. Alors, est-ce que c'est un corpus utile pour l'enseignement du français? La réponse est oui. C'est la raison pour laquelle, donc en 2006, c'est l'année où j'ai rejoint Rouen, on a lancé avec le soutien de la DGLFLF l'opération PFC-EF, enseignement du français, et ça faisait partie des opérations du laboratoire d'Isola à l'époque. Donc on a travaillé avec les collègues et on a réussi au fil des ans, environ 4 ans, à mettre en place des ressources pédagogiques en ligne et hors ligne. Alors, globalement, pour vous donner une idée, donc on a ce corpus linguistique et il fournit des ressources linguistiques sur le français parlé et sur les variétés de français. Est-ce qu'il fournit uniquement des enregistrements audio? Non, il fournit des transcriptions orthographiques alignées, et ça la question de l'alignement c'est central, mais il fournit aussi des outils de recherche pour explorer ce corpus. Donc on peut l'utiliser pour l'apprentissage de la prononciation, pour travailler sur les compétences de compréhension orale et pour des études linguistiques du français parlé. Alors, je commence avec les ressources hors ligne et ensuite je vous présenterai les ressources en ligne. Donc, comme l'a dit Olivier, c'était un gros travail, mais en 2010, donc on a édité un premier volume dans la collection L'Essentiel français, dans lequel sont offerts non seulement des synthèses descriptives des variétés de français, mais surtout, et c'est là l'originalité du volume, un CD-ROM qui contient plus de 2h30 de conversations francophones transcrites et analysées, pas seulement sur le plan phonétique, mais du lexique à la phonologie. Donc vous voyez la structure de l'ouvrage, on a la présentation des concepts, on travaille également sur la syntaxe de l'oral, sur le discours, il y a un chapitre qui est dédié à l'exploitation didactique des données, et ensuite pour chaque zone couverte, on a des synthèses descriptives utiles pour l'enseignant, pour expliquer les particularités linguistiques, et des textes commentés linguistiquement. Et donc ce volume fournit 2 types de ressources, d'une part des ressources linguistiques, enregistrement et transcription directement utilisables en classe de FLE, et d'autre part des ressources métalinguistiques pour la formation des enseignants et pour la préparation des classes, pour l'introduction de ces variétés. Alors il y a en fait des exemples qui sont en ligne. Alors je vais très rapidement, si je retrouve, non, je pense qu'il faut rester, mais il faut juste que je... Donc si vous allez sur le site, en fait, vous pouvez avoir un accès à un échantillon du volume. Et si par exemple, alors, on va prendre la France hexagonale méridionale. Donc ici vous avez en fait le chapitre qui est consultable. Et vous voyez que, donc là c'est davantage à destination des enseignants. Donc là, on a une conversation à 12 donc vous avez l'introduction, c'est là où on parle vraiment de sociolinguistique, c'est-à-dire on a besoin de savoir qui parle, dans quelles circonstances, avec qui, donc et c'est souvent ce qui manque, c'est ce qui a manqué jusqu'à présent, les métadonnées, quel est le locuteur interviewé, quelle est la relation entre les locuteurs, et ensuite on a une analyse des aspects culturels et lexicaux, avec les différents éléments de la conversation, on a une analyse des aspects syntaxiques et discursifs de l'interaction, évidemment une analyse des aspects phonétiques et phonologiques. Et à la fin, et donc là c'est utilisable directement en classe, vous pouvez imprimer la transcription orthographique de la
conversation, numéroté avec les lignes, c'est plus facilement utilisable en classe, et vous pouvez ensuite travailler avec vos étudiants sur la transcription, mais aussi sur l'exemple sonore que vous pouvez télécharger. Si, parce que si c'est là, le beau-père, bon, excuse-moi, oui, là, le beau-père parlait le patois dans les corbières. Est-ce qu'on il parlait le patois. Bon, c'est un homme qui était, bon, il était agriculteur. Bon, il avait des bois, il avait des champs, bon, il avait un troupeau de moutons, il avait des vignes. Bon, alors malheureusement, je ne sais pas si vous entendez très bien, le volume n'est pas très fort, mais bon, alors ce serait bien si on pouvait monter le son, mais donc là vous avez en ligne, disons, des échantillons pour des variétés. Mais il faut pas, là c'est un exemple un peu extrême, c'est un locuteur senior du sud de la France, mais ce sont des personnes réelles, ça n'est pas un personnage isolé dans la montagne. Et quand on regarde l'ensemble des variétés qui sont couvertes, ce sont les usages réels. On a aussi des locuteurs parisiens beaucoup plus jeunes, etc. Bon. Et lorsqu'on veut décrire les caractéristiques du français parlé, à la fois dans leur spécificité sociale, mais aussi, disons, géographique. Hein. Lorsqu'on prend l'exemple de Bangui, par exemple, en Côte d'Ivoire, bon, on peut avoir des éléments d'information auxquels d'habitude on n'a pas accès. Ok. Ce que les manuels standards ne couvrent pas, ne peuvent pas couvrir. Là, on a un matériel de premier ordre pour toutes les formations fausses, comme on les appelle. Là, c'est vraiment... Il faut faire connaître ce matériel-là. Voilà. Ouais. Alors, je vais y revenir après. Donc là, vous avez cet élément-là. Et comme l'a dit Olivier, donc là, on prépare un autre volume ressources en anglais là, qui doit paraître cette année et qui va offrir... Alors, c'est un travail de très longue haleine. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce volume. Pourquoi ? Parce que non seulement on est allé plus loin en termes de contenu, mais aussi parce qu'on a monté en fait des fichiers dans une version multimédia, des chapitres descriptifs. Et alors là, vous l'avez un peu en avant-première, si on peut dire. Vous avez bien fait de venir. Oui, parce qu'il y aura en fait un companion website, donc un site compagnon, et donc ces éléments-là seront en ligne. Et là, en fait, vous avez accès au chapitre, dont là, on a un exemple sur le français de République centrafricaine, à nouveau du lexique à la phonétique-phonologie, mais là, vous pouvez non seulement lire les analyses, mais vous pouvez ensuite directement cliquer. Alors attendez, on va prendre... Par exemple, on nous dit, bon, certaines particularités morphosyntaxiques du français de Centrafrique apparaissent dans la conversation. Par exemple, le fait que l'auxiliaire avoir remplace en fait l'auxiliaire être. Par exemple, il avait arrivé à l'aéroport. Et là, bon, ah oui, parce qu'on est sur Explorer. Oui, alors ça fonctionne sur tout, sauf sur Explorer. Alors, on a Mozilla ici. On est sur... Safari marche pas non plus. Alors attendez, parce qu'en gros là c'est vraiment sur Explorer, mais c'est spécifié dans le fichier que dans la version actuelle. Bon, sur les autres ça fonctionne. Donc si je vais sur analyse syntaxique, ok, on y va. Ce qui vous prouve que ce n'est pas truqué. Voilà, c'est ça. Ça marche pas. Il arrive. Il est là. Bon, alors il viendra sans doute après une question de connexion, mais enfin, en gros, si vous voulez, bon, l'intérêt du produit lorsqu'il sera finalisé, c'est que vous pourrez à la fois lire l'analyse linguistique, les commentaires explicatifs et directement avoir accès aux données d'un seul clic. Et ça, si vous voulez, c'est tout à fait unique, non seulement dans l'espace francophone, mais même dans les publications dans le domaine anglophone. Donc là, on a un produit vraiment original de formation. Ça a demandé un temps de préparation. C'est énorme. Colossal. Oui, non, c'est assez affreux. Bon. Alors voilà, donc là ce sont les deux ressources, les deux éléments de ressources hors ligne sur lesquels on a travaillé. Les ressources en ligne, donc là vous avez un site en accès gratuit. Si vous allez sur le site du projet PFC et vous cliquez sur la rubrique enseignement, à ce moment-là, bon, comme je l'ai présenté, vous avez une version en ligne du DVD du volume Office, son transcription et analyse. Et vous avez ensuite les ressources en ligne du programme PFCEF. Et là, vous voyez, vous avez 4 rubriques, le français illustré, le français expliqué, ressources linguistiques, ressources didactiques. Concernant le français illustré, vous avez un ensemble d'échantillons des différentes variétés. D'une part, vous avez la même phrase du texte lu, le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu, prononcé par des locuteurs de différentes zones francophones. Et vous avez ensuite de très courts extraits de conversation, à nouveau à travers l'espace francophone, avec du contenu linguistique différent. Donc là, c'est une visée purement illustrative. Ensuite, vous avez une vitrine un peu plus fouillée qui présente d'une part la prononciation du français avec des illustrations sonores, mais surtout qui traite de la variation, ce qui est beaucoup moins documenté.
2 éléments ciblés sur le choix et la liaison qui sont 2 difficultés non seulement de l'apprentissage du français mais aussi de son enseignement, et ensuite des extraits de conversation avec commentaires descriptifs qui rejoignent en fait les éléments dans le volume Offris. Vous avez également un corpus thématique, c'est-à-dire qu'on a traité un sous-corpus étiqueté les vacances, le travail, etc., ce qui vous permet de choisir thématiquement des éléments de conversation au cours du corpus pour les exploiter en classe, et un moteur de recherche que vous pouvez utiliser comme un concordancier standard. Vous voulez travailler sur les collocations du verbe suivre, par exemple, suivre, suivre, et vous avez l'ensemble des lignes du concordancier qui apparaissent avec la possibilité d'écouter les enregistrements authentiques dans cet élément-là. Et enfin, vous avez des ressources didactiques avec des fiches pédagogiques, des séquences pédagogiques, des ressources complémentaires, de manière à pouvoir travailler du plus authentique au plus pédagogique ou du plus pédagogique au plus authentique. Les fiches pédagogiques, alors ça ce sont, excusez-moi, donc ça c'est le français expliqué, les extraits, donc je vous les ai, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté sur l'extrait de Douzins, le locuteur senior du Sud. Concernant les fiches pédagogiques, donc là on a un ensemble d'activités qui sont proposées avec des fiches corrigées, la transcription, le document sonore, et des séquences pédagogiques, alors inauthentiques, parce que c'était un travail sur le passage de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral avec une version, disons, intermédiaire. Et ce qui était très intéressant, c'est que pour l'enseignant de FLE, ce type de matériel parle tout de suite, parce que c'est ce qu'on fait en classe. On expose les apprenants à des séquences authentiques, on leur demande de transformer ces éléments-là en, disons, une forme qui pourrait s'assimiler à de l'écrit, bon, et vice-versa. Mais pour des linguistes variationnistes, travailler l'authentique, ça n'est pas, n'est-ce pas, naturel. Bon, alors il y avait eu des remarques assez intéressantes jusqu'à ce qu'ils comprennent la visée pédagogique du travail, mais ça aussi c'est un matériel assez rare. Voilà. Et finalement, donc là, ça n'est pas le fruit du projet PFC, mais plutôt un partenariat avec les Language Modules de Tokyo University of Foreign Studies, dans lequel on a en fait un ensemble de scénettes multimédia sur une approche notionnelle fonctionnelle, demander quelque chose à quelqu'un, offrir quelque chose à quelqu'un, etc., et qui est décliné en 4 versions, en français standard, disons pédagogique, français canadien, français suisse, français méridional, de manière à intégrer très tôt la variation dans l'enseignement du français parlé. Donc si vous allez sur le site, vous avez accès à ce genre d'éléments, et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est intéressant. Donc si par exemple je prends attirer l'attention, français, québécois, suisse, midi, donc en français donc, standard, je peux vous expliquer après, on aurait quelque chose comme ça. J'aime bien ce quartier. Tiens, là, c'est mon café préféré. Ok. Si maintenant je regarde en version québécoise. C'est un beau coin par ici. Oui, mais le parking là est laid. Regarde, il y a vraiment beaucoup de voitures. Alors, ici, voilà. Bon, ici, c'est des versions un petit peu différentes. Bon, pour le midi. Ah ben regarde, il est là le supermarché dont je t'ai parlé. Où ça? En face de la boulangerie où on achète les bonnes chocolatines. Bon. Et puis la version suisse. Hé Philippe, viens voir. Regarde voir là-bas. Où ça? Tu vois la maison bleue, juste à côté de l'hôtel de ville, derrière les arbres? Je vois une rangée d'arbres, mais je vois pas de maison bleue. Bon, alors en fait, là, bon, le contenu est légèrement différent, mais on a aussi tout un ensemble de versions qui ne diffèrent que par la prononciation. C'est-à-dire que le texte est le même, le contenu linguistique est le même, mais la variation est purement phonétique-phonologique, ce qui permet de travailler uniquement sur la prononciation. Donc, et après, on peut travailler sur des éléments linguistiques, culturels. Et bon, je pense que vous avez compris le sens du partenariat entre les 2 projets. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc un corpus oral variationniste, pourquoi? Du point de vue de l'enseignant, pour réfléchir au rapport entre normes, variation et input dans l'enseignement du FLE oral, mais aussi pour fournir des données et des outils reflétant les usages oraux réels dans l'espace francophone pour l'apprentissage du FLE. Donc il s'agit du point de vue de la formation des enseignants, il faut des concepts, des discours, des changements, disons, d'approche pédagogique, mais il faut aussi des outils et des données utilisables directement. Bon, encore faut-il avoir eu la formation adéquate pour pouvoir l'intégrer en classe directement et rappeler que l'oral n'est pas l'écrit à plusieurs égards. Donc en termes de perspective, actuellement on essaie de développer les usages et surtout tester leurs résultats. On essaie aussi de compléter les ressources, on travaille avec d'autres corpus. Dans 15 jours, je serai à Lyon pour une journée justement sur les corpus oraux, leur utilisation en classe avec plusieurs équipes de Lyon, Nancy, etc. Donc c'est quelque chose qui continue à être développé. Quelque chose qui m'est aussi apparu là en décembre, parce que j'écoutais ce que font actuellement les collègues
d'Orléans, donc ils font un corpus ESLO 2 20 ans après ou 30 ans après, et je crois qu'il est important vraiment de mettre en synergie les expertises à la fois des linguistes, des sociolinguistes, des psycholinguistes et des didacticiens pour ne pas réinventer la roue. Parce que lorsqu'on connaît l'histoire des méthodologies du français langue étrangère, au moins en France, et notamment celles du SCAV, disons, qui ont été les premiers à travailler sur le corpus, sur la linguistique de la parole, bon, on s'aperçoit qu'on sait déjà beaucoup de choses. Donc c'est pas la peine de les réinventer, il faut lire, il faut se cultiver un peu, et à partir de là, essayer d'avancer sur ce que nous offrent les possibilités technologiques modernes. Toujours tenir compte de 3 dimensions essentielles, linguistique, sociolinguistique et psycholinguistique, et aussi du contexte, par exemple dans notre cas, le Japon. Donc voilà quelques références. Remerciements aux collègues à la fois des projets, de la DGLF-LF, de l'Université de Rouen et puis du ministère japonais, et puis l'Institut français et Olivier Massé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain. Tu es allé très très vite, mais je pense que c'était clair. Tu nous as montré des réalisations concrètes. Donc voilà. Alors on a pu situer la question de comment la sociolinguistique, à partir du concept de variation, est capitale quant à l'enseignement du français, et comment elle a joué un rôle et elle continue à jouer un rôle dans l'enseignement du français, en particulier langue étrangère. Ça a plus de mal pour le français langue maternelle. Tu nous as montré comment ça pouvait être mis en place, des outils prodigieux, complexes, mais en tout cas qui sont prêts là pour les enseignants. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignant de français, ici au Japon, je suis toujours très surpris. Et c'est la raison pour laquelle j'avais une motivation à réunir ces personnes autour de cette table. Je suis toujours surpris du décalage entre le travail fantastique qui se fait dans les universités, entre le savoir savant des sociolinguistes et des didacticiens, et puis le décalage qu'on a quand on ouvre la porte des classes. Tu disais que la grammaire, la vision grammaticale de la langue est encore très forte. Elle l'est aussi chez les enseignants de FLE, paradoxalement, alors même que parfois ils sont passés par des cursus FLE, donc il y a une résistance très forte. Mais il y a quand même des choses qui évoluent, hein. Il y a quand même des signes d'évolution. Il ne faut pas être pessimiste, au contraire. Et maintenant, on va pouvoir voir comment il y a peut-être une avance par rapport à ça dans un pays francophone plus jeune, mais très dynamique quant à sa défense et sa diffusion du français. On va voir maintenant le cas du Québec. Comment vous... Non, je parle de la Belgique aujourd'hui. Tu as parlé de la Belgique, d'accord. On va voir comment la francisation est mise en place chez les immigrants au Québec. Steve, c'est à toi. À mon tour de saluer et remercier tous les organisateurs de cette belle soirée d'aujourd'hui, et merci pour votre présence ce soir. Merci aussi à Foued, Sylvain et Olivier. Écoutez, moi je suis québécois, je fais pas les choses comme les Français ou les Tunisiens. Alors je vais faire une intervention qui va être assez interactive, ok, comme on le fait chez moi, et particulièrement moi, ok. Alors je vais vous poser quelquefois quelques questions qui vont servir à enrichir mon propos. Tout d'abord, le titre de la thématique qui est prévue, c'est... Tu voulais pas changer de place avec Sylvain? Tu veux que je change de place avec Sylvain? C'est comme vous voulez. Non, pas besoin. D'accord, tu me fais un petit geste. Tu n'as pas besoin de changer de diapo. Regardez-moi quelques instants, ok? Bon. Là, vous m'écoutez et vous lirez plus tard, comme je dis toujours. Donc, la grande question de recherche aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est trop fort? Parce que ma voix porte aussi, non? Vous préférez comme ça? Bon, OK. Des fois, je m'enflamme, mais ça se peut que le technicien du son ait besoin de baisser le volume, mais bon. La question de recherche aujourd'hui, c'est l'apport de la sociolinguistique dans l'enseignement-apprentissage du français langue seconde. Eh bien, je peux te dire qu'Olivier, tu ne pouvais pas trouver meilleur timing pour proposer cette thématique aujourd'hui parce que tout nouvellement, dans le service de francisation des immigrants, je vais vous définir ce que ça veut dire dans quelques instants, on vient justement en 2015, après avoir été arriéré pendant 40 ans, on vient finalement d'introduire cette notion de variation d'enseignement du français sous toutes ses formes, l'enrichissement, la valorisation du registre familier. Ça vient tout juste d'être fait, d'être approuvé, et c'est dans les nouveaux programmes de francisation. Et bon, on est en 2015, et nous, quand on en parle entre collègues, on se dit ça aurait dû être comme ça, mais dès le départ, en 1970-75, OK, au Québec. Et puis, on pourrait même se poser la question, est-ce que vous, comme prof,
vous intégrez la variation dans vos cours de français? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose de valorisé? Alors, je vous pose une première question, puis ensuite de ça, je vais retourner au cas du Québec, où c'est vrai que ça commence en francisation à être mis de l'avant, mais c'est un petit pourcentage encore du service de francisation qui met l'accent donc sur le français, mais dans sa variation. Alors, je vous pose une première question. Vous, comme prof de FLE, et puis si vous avez fait le Master 1 ou Master 2 de français, langue seconde ou didactique du français, je l'ai fait moi aussi. Okay? J'étais à Rouen et je me souviens très bien que si ce n'était pas du cours de FWED, la variation, dans les cours de didactique en tout cas, moi ça remonte déjà à 10 ans, mais il faudrait voir là si cette année c'est mieux intégré, mais tout ce qui est l'apport de la sociolinguistique dans les pratiques d'enseignement, déjà il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Okay? Donc, je ne sais pas, vous, si vous avez fait des masters ou des maîtrises là, plus récentes en français, est-ce que la notion, l'importance de la sociolinguistique ou de la sociodidactique, elle était mise de l'avant ou c'était occulté? Alors, je vous pose la question. Alors, dites-moi, dans votre parcours universitaire, est-ce que vous sentez que la sociolinguistique était donc mise de l'avant? Et est-ce que vous, comme prof, vous jugez que c'est important de l'inclure dans votre curriculum? Alors, je laisse la chance à 2-3 personnes de me dire... Vas-y, Albéric. Mais pourquoi tu fais ça, tandis qu'on ne t'a pas appris ça dans tes cours? Pourquoi tu déroges à ce que les grands maîtres t'ont enseigné? Très bien. Donc, à travers ton expérience personnelle, tu as pu voir que c'était important de montrer la variation du français. Hein? Parfait. OK. Et dans tes cours, donc, tu dis que ça se traduit en fonction de l'enseignement des registres de langue.